Où rapportez-vous le rapport conscient et inconscient dans le sommeil, et effectivement dans les rêves? Et la deuxième question, j'ai été informé d'un cas d'aphasie particulière entre la zone de Broca et de Wernicke, vous ne l'avez pas cité, mais on l'a vu tout à l'heure sur votre... où la personne, le patient, pouvait lire son mot, mais n'arrivait pas à le prononcer, mais l'interpréter avec un quasi-synonyme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement où se trouverait la conscience ou l'inconscient dans ce cas-là? Alors, merci pour ces questions. Alors, la première question que vous me posiez, donc il y avait celle sur le cas de Broca et Wernicke, et la première, attendez, rappelez-moi tout de suite, sur le sommeil. Alors sur le sommeil, il y a un élément de réponse, on va dire, qui est évidemment le domaine du sommeil. C'est un domaine aussi en soi qui est toujours fascinant. Il y a beaucoup de travaux. Il y a notamment une collègue à Paris, Isabelle Arnulf, qui fait des travaux assez intéressants sur le sommeil. Mais pour la question que vous posiez, sous l'angle du rapport conscient, on va dire que c'est assez clair. Une activité onirique, un rêve, eh bien, comme vous avez capacité à le rapporter même longtemps après dans le temps, ça indexe un état conscient. Donc le rêve est un état conscient, mais un état de conscience particulier dans lequel vous n'avez pas conscience d'être paralysé, d'être endormi, mais vous avez donc une déconnexion du monde extérieur, si vous voulez, dont on peut rendre compte, mais par contre, un allumage de votre système global conscient et des expériences conscientes. Et d'ailleurs, les études d'imagerie cérébrale fonctionnelle montrent que le débit sanguin cérébral pendant le sommeil paradoxal, qui est la période pendant laquelle on fait le plus de rêves, c'est pas la seule mais la plus, eh bien, se rapproche beaucoup de celui de la veille. Le EEG se rapproche aussi beaucoup, avec des rythmes rapides, une désynchronisation du sommeil paradoxal, en fait. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait encore dire, mais vous savez, peut-être que le rêve, c'est totalement différent. Peut-être que le rêve, vous le faites en le racontant. Que ce que vous racontez, ce n'est pas ce que vous avez vécu. Alors évidemment, ce que vous racontez, c'est déjà une reconstruction subjective d'un souvenir. Mais ça, on va dire, c'est comme tout souvenir. Un souvenir, justement là, c'est une limite de l'informatique, en tout cas du schéma qu'on peut avoir en tête. C'est que activer un souvenir, c'est pas ouvrir un fichier Word. C'est que chaque souvenir est une expérience consciente. Et j'ai pas insisté là-dessus, mais quand on est conscient, on ne peut pas s'empêcher de donner du sens et d'interpréter. Ce qui est une fonction essentielle de la conscience. Et donc, quand vous racontez un rêve, vous faites ça aussi. Et donc, à la limite, pour la psychanalyse, dans le récit du rêve est plus intéressant que l'objet du rêve. Mais néanmoins, on pouvait dire, à la limite, peut-être une version radicale de ça. J'ai des collègues qui pensaient ça, qui disent on peut tenir cette hypothèse. Peut-être qu'en fait, le rêve se passe pendant le récit du rêve. Et là, on a en fait quelque chose qui va vraiment à l'encontre. C'est notamment les résultats d'Isabelle Arnulf dont je vous parlais. Isabelle Arnulf a étudié, elle étudie toujours, des patients qui, suite à différentes maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, mais d'autres maladies de même grande catégorie, il y a des patients qui peuvent avoir un phénomène assez spectaculaire. On appelle ça les troubles du sommeil paradoxal, troubles moteurs complexes du sommeil paradoxal. C'est qu'en fait, vous êtes allongé, vous passez en phase onirique de sommeil paradoxal, mais malheureusement, votre système cérébral qui fait que vous devez être normalement paralysé, et donc tout ce que vous rêvez, vous le rêvez de manière imaginaire, eh bien, vous êtes capable d'avoir des réponses motrices. Donc vous agissez vos rêves. Et donc vous avez des vidéos de patients qui sont en train de rêver, par exemple un général qui passe en revue ses troupes, c'est des souvenirs que j'ai de films qu'elle m'a montrés, ou bien d'autres, et vous voyez en fait le patient qui dans son lit fait des gestes. Vous pouvez lire en fait le contenu du rêve avant qu'il ne vous le raconte ensuite, parce que vous avez un accès directement à ce rêve mis en geste. Autrement dit, c'est réellement quelque chose qui a été vécu à un moment donné et qui est récité. Et donc là, pour moi, c'est un indice de prise de conscience. Maintenant, pour le deuxième cas dont vous parliez, alors j'ai pas tous les éléments. Normalement, une lésion entre la région de Broca et Wernicke, ça donne ce qu'on appelle une aphasie de conduction, en fait, qui est une forme particulière d'aphasie, mais notamment des troubles de répétition importantes, etc. Mais ce que vous dites, ça fait plutôt penser au fait que lorsque nous lisons un mot, on peut le lire pour la psychologie de la lecture, avec deux voix différentes. Ce qu'on appelle la voix de surface et la voix profonde. Et la voix de surface, c'est que vous avez une conversion graphème-phonème. Vous pouvez lire le mot et donc le lire correctement. Mais vous avez également une voix qu'on appelle une voix profonde qui va permettre à partir du mot d'extraire la sémantique du mot, le sens du mot, et donc de pouvoir lire aussi en ayant activé au niveau sémantique du lexique la représentation du mot. Et comment on voit la différence chez des malades, c'est que vous avez par exemple un patient, c'est peut-être le cas dont vous parlez, qui va avoir des problèmes de lecture, mais qui ne va pas lire n'importe comment. Qui, par exemple, lorsque vous allez lui montrer... alors, je prends un exemple
voilà, en anglais, c'était assez fameux. Un exemple de Tony Marcel, par exemple. Quand vous lui montrez le mot king, il va lire le mot queen. Donc il va lire quelque chose qui visuellement n'a rien à voir, qui en termes de morphologie, de racine du mot lexical n'a rien à voir, mais qui a un lien purement sémantique. Donc on peut avoir des phénomènes dans lesquels le patient lit par une voie sémantique. Donc en gros, la façon de laquelle on se le représente, c'est qu'il y a un mot qui va activer de manière inconsciente et automatique ces représentations sémantiques dans un réseau sémantique un peu connecté avec des voisins. Donc les voisins et le mot candidat vont être activés, et puis lui il se débrouille comme il peut, et là-dedans il récupère une activation qui peut tomber à côté de celle qui est la bonne, puisque ça diffuse avec des sortes de distances sémantiques, et donc il va vous donner... Donc vous pouvez reconstruire aussi ce qu'on peut appeler vraiment la métrique sémantique de l'individu, de son langage, à partir de ce type d'erreur, par exemple. C'était le cas de ce patient, d'accord. Exactement. Voilà, on prend une dernière question en haut. Merci. Sur votre droite. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est un peu dans la continuité de ce que vous avez dit sur Descartes, la glande pinéale et la conscience, le libre arbitre. C'est sur, en fait, ma question, c'est sur la conscience et les ondes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le fonctionnement cérébral générait des ondes de différentes fréquences et énergies. Et est-ce que ces ondes, en fait, qu'on émet et qu'on doit recevoir, je suppose, elles influent sur les choix conscients qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les autres gens dans la salle sont en train de penser, ça va influer sur ce que je suis en train de vous dire ou la façon dont je le dis, quoi, si vous... Alors non, c'est une question importante. Alors mon point de vue sur cette question, c'est que je pense qu'on a quand même pas mal d'arguments pour répondre de manière un peu négative à cette question. C'est-à-dire que notre cerveau, lorsqu'il fonctionne, notamment son activité électrique, s'accompagne par des modifications ondulatoires qu'on peut mesurer, puisque pas mal, comme vous avez vu, beaucoup de nos techniques sont fondées sur l'analyse des ondes cérébrales qui sont émises par le cerveau. Néanmoins, ce qui se passe de remarquable, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas dans le cerveau une région cérébrale qui va décoder ces ondes. C'est-à-dire que ces ondes sont un peu, non pas un épiphénomène, mais un objet de l'activité du cerveau que nous, on utilise pour en lire l'activité, mais on n'a pas dans notre système nerveux central, semble-t-il, l'équivalent. On n'a pas, par exemple, un système de décodage de l'activité électrique du cortex qui nous permettrait de décoder comme on le fait avec nos mesures. Et peut-être l'exemple, parce que la question que vous posez, c'est une question importante, c'est une question aussi, d'abord, qui n'est pas tranchée, hein, moi je vous donne mon point de vue, et qui demande encore d'être visitée, et qui est une question intéressante. Mais un des arguments, donc souvent quand on a cette question, un des éléments de réponse le plus radical, c'est que quand vous entrez dans une IRM pour faire une IRM fonctionnelle, pour faire une IRM même, donc quand vous entrez dans la salle d'une IRM, vous entrez dans une salle dans laquelle il y a un champ magnétique uniforme qui est énorme, qui est par exemple de 3 Tesla. Et pour autant, ça n'affecte pas du tout notre activité représentationnelle cérébrale. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que notre cerveau lui-même est capable de sentir ou d'être affecté par ça. Et dernier point sur lequel j'aimerais insister, et là on se rapproche à nouveau de ce que j'appelle moi les fictions, mais les fictions pour moi ça m'intéresse. Je me fais pas un coup de pub, si c'est un coup de pub, mais dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Nouvel Inconscient, mon intérêt c'est à la fois de raconter l'inconscient, mais de montrer également que la conscience, ce dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure, quand nous sommes conscients, un peu je pense c'est notre condition humaine, quand on est conscient, on a un aspect irrépressible à construire du sens, à chercher du sens. Et ce sens, il peut être vrai ou pas, mais à partir du moment où on le construit et où on y croit, il finit par être vrai puisqu'il est là. Et cet aspect-là, à la limite, c'est pour ça que je parlais de Freud, parce que je pense que la psychanalyse, c'est essentiellement un travail sur la conscience plutôt que sur l'inconscient, donc sur cet aspect de travail de fiction, de fictionnalisation de l'existence. Et donc le point que vous donnez, notamment comme pour la perception subliminale ou autre chose, il y a clairement des idées qui, chez tout le monde, chez chacun d'entre nous, il y a des idées qui font plus résonner un aspect un peu fantasmatique ou de fiction là-dessus. Et donc c'est vrai que l'aspect onde et cerveau, quand vous cherchez, vous faites la littérature par exemple en parapsychologie, sur différents phénomènes, on tombe souvent sur cet aspect-là, de la même façon que dans mon domaine de la perception subliminale. Il y avait eu dans les années 50 une manip qui disait quand on vous montre une bouteille de Coca-Cola sur un écran, vous allez boire plus de Coca dans la semaine qui suit, et les ventes des supermarchés ont augmenté. En fait, c'était un publicitaire des années 50 qui a tout de suite reconnu que c'était du pipeau. Mais encore maintenant, en 2009, il arrive qu'on nous parle de cette étude. Pourquoi ? Parce que cette étude, elle venait en fait taper sur quelque chose qui est extrêmement fort en nous, c'est qu'on a souvent un besoin de croire